profonde entre le traumatisme des attaques terroristes en Israël, la détresse des otages et la montée inquiétante de l'antisémitisme en Europe. Face à ces épreuves, le soutien psychologique et l'aide humanitaire sont devenus essentiels pour accompagner les victimes, leurs familles et puis tous ceux qui, de près ou de loin, sont impactés par ces événements. Et bien pour cela, l'œuvre de secours aux enfants, OSER, joue un rôle crucial dans cet accompagnement à travers son expertise en aide sociale et psychologique notamment. Et à sa tête, Eric Gozan, directeur général de l'OSER et docteur en psychologie, a accepté de répondre à mes questions. Il est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Sylvie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être avec nous pour clôturer cette dernière partie d'émission spéciale Israël et notamment à la mémoire de ces otages disparus. Alors, dans un premier temps, Eric, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est OSER et comment est née cette belle association ? Alors, l'OSER est une association qui est née en 1912 à Saint-Pétersbourg, qui a été créée par des médecins et des assistantes sociales juifs de l'époque et qui venaient en aide aux populations juives qui étaient victimes des pogroms dans la Russie tsariste. C'est une association ensuite qui a dû migrer au moment de l'accession au pouvoir des bolcheviks. Les institutions juives ont été interdites et l'OSER a dû émigrer en Allemagne en 1923, et de 1923 à 1933, elle s'est installée en Allemagne. Son président d'honneur était Albert Einstein, en 1921, qui venait d'avoir le prix Nobel de physique. Et l'OSER a donc dû ensuite de nouveau s'exiler en France et en Suisse à partir de 1933. Elle s'est installée en France à partir de 1933, a accueilli les enfants qui étaient victimes de la nuit de cristal et dont les parents les avaient envoyés vers la France, et donc a ouvert ses premières maisons d'enfants en 1938 pour accueillir ces enfants. Pendant la Shoah, pendant la période de la guerre, l'OSER a été très active dans le sauvetage des enfants, et les assistantes sociales de l'OSER allaient dans les camps d'internement pour sortir les enfants des camps et les placer dans des familles d'accueil. Donc c'est ceux qu'on a appelés ensuite les enfants cachés, qui ensuite, par le biais de cette association après la guerre, ont pu retrouver pour les plus heureux leurs parents, leurs familles, et pour les autres ont été pris en charge dans les maisons d'enfants de l'OSER après-guerre, en 1945. C'est une association qui a eu un rôle très important dans le sauvetage des enfants juifs, puisqu'elle a sauvé, au travers de ses réseaux clandestins, plus de 5000 enfants juifs de la déportation. Et après-guerre, a accueilli donc les enfants cachés, ceux qu'on a appelés les orphelins de la Shoah, et les enfants qui étaient internés en camp de concentration, en particulier les enfants de Buchenwald, les garçons de Buchenwald. Voilà, donc c'est une association qui a eu une action héroïque pendant la Shoah et qui depuis s'est développée en protection de l'enfance, en soutien psychologique, en santé et dans l'accompagnement aussi aujourd'hui des personnes handicapées de la communauté juive en région Île-de-France et des personnes âgées, en particulier les survivants de la Shoah, puisqu'on propose plusieurs activités et services qui sont dédiés à l'accompagnement des survivants de la Shoah pour éviter l'isolement et les prendre en charge, les prendre en soin lorsque cela est nécessaire. On a en particulier développé ce qu'on appelle des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui sont destinés aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Oui, d'Alzheimer, oui. Et justement, donc vous êtes aussi par la suite diversifié parce que on vient de le comprendre, cette association a une très longue et belle histoire destinée pour les enfants initialement et finalement vous êtes diversifié, vous êtes développé et notamment depuis les attentats de l'Hypercacher en menant des nouvelles actions. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Bien sûr. Donc, au moment de l'attentat de l'Hypercacher, nous étions déjà impliqués dans le suivi des personnes qui étaient victimes d'agressions antisémites, puisque les agressions antisémites en France ont commencé dans les années 2000, au moment de
Rwanda, on s'en souvient, et donc pendant un certain nombre d'années, nous avons accompagné les victimes d'agressions antisémites en allant à leur domicile avec une équipe mobile pour les soutenir et les informer de ce qu'était le psychotraumatisme, qui est finalement une atteinte qui est assez sournoise dans la mesure où elle peut se développer par des symptômes qui peuvent apparaître bien après l'agression. Donc, au moment de l'attentat de l'Hyper Cacher en janvier 2015, nous avons été sur place auprès des otages, et nous avons proposé un accompagnement psychologique en plus de l'accompagnement juridique qui était organisé par la communauté juive. Et donc on a, à partir de ce moment-là, décidé de créer véritablement un service qui s'appelle l'unité psychotraumatisme et résilience, un service à part entière qui a d'ailleurs noué des conventions avec la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, pour intervenir chaque fois qu'il y a un événement grave qui arrive dans la communauté juive et se joindre aux équipes de l'État, aux équipes officielles, pour intervenir auprès des populations qui pourraient être touchées par des événements graves, des événements collectifs. Donc on a été bien évidemment en première ligne après les attentats ce qui s'est passé le 7 octobre, les massacres du 7 octobre, dans l'accompagnement des familles et en particulier l'accompagnement de ceux qui étaient restés bloqués en Israël du 7 au 12 octobre, puisque vous savez, 2023... À l'aéroport, oui. On ne pouvait pas forcément voyager. Exactement, ils sont restés bloqués. Ils sont restés bloqués. Et donc j'ai mis en place avec la CUMP un accueil qui a été financé par le gouvernement français pour faire revenir les ressortissants français ou franco-israéliens qui souhaitaient revenir en France. C'était la période des vacances de Soukhot, donc beaucoup de familles étaient parties fêter Soukhot en Israël et s'étaient retrouvées bloquées, ne pouvant revenir en France. Donc on a fait un accueil d'à peu près plus de 2000 personnes qui revenaient d'Israël pendant 5 jours aux aéroports d'Orly et de Roissy, intégrés totalement aux équipes nationales, et notre objectif était donc d'accueillir les personnes qui avaient peut-être vécu des situations difficiles en Israël, ou en tout cas qui étaient au minimum bloquées, ne sachant pas comment revenir en France. Et donc on les a accueillis, on leur a distribué des fiches techniques qui comprenaient des numéros de téléphone qui leur permettaient de se retourner vers des services spécialisés, dont l'OSE, en cas d'apparition de symptômes pour les enfants qui étaient avec eux, ou pour leur famille, ou pour eux-mêmes. Voilà, donc c'est une action que nous avons menée entre le 12 et le 16 octobre 2023 à Charles de Gaulle et à Orly. Parallèlement, on a aussi proposé dans les écoles juives qui le souhaitaient des sessions d'information, d'échange avec plus de 1500 élèves qui ont été vus donc au sein de leurs écoles par les psychologues dans une 60aine de classes, et on a aussi organisé des groupes de parents, des groupes d'enseignants. Et là, sur cette action-là, il y avait 26 psychologues qui étaient mobilisés avec des psychiatres pour intervenir dans les écoles. Donc ça a été une opération assez importante que nous avions déjà menée après les attentats de l'Hyper Cacher dans les écoles, puisque vous savez qu'il y avait des écoles qui avaient été visées dans la période, en particulier l'école de Montrouge, qui avait été probablement ciblée par les terroristes, et qui finalement, fort heureusement, n'avait pas été attaquée. Mais voilà, il y avait une forte suspicion, voire plus à l'époque, que cette école était visée par les terroristes. Alors, donc on est beaucoup intervenu dans les écoles pour faire de la prévention, en fait.
Voilà, c'est ça aussi, oser, ça veut dire que vous intervenez aussi sur ce côté psychologique qui est très important, puisqu'on l'a vu aussi depuis le 7 octobre, les attaques ont profondément marqué les esprits, tant en Israël qu'au sein de la communauté juive en France. Alors, quels sont les principaux traumatismes et bouleversements psychologiques que vous avez un petit peu observés chez ceux qui en sont directement ou même indirectement affectés? Alors, je vais vous répondre à cette question, mais auparavant, je voulais vous dire aussi qu'on a mené tout de suite après les attaques du 7 octobre la mise en place d'une ligne d'écoute spécifique pour la communauté juive française. Oui, alors justement, on va en parler. Si vous me permettez, on va en parler à la fin parce que c'est un numéro important qu'on laissera bien sûr aux auditeurs de prendre. Voilà, on prendra note et c'est pour ça que je vous pose cette question parce que je voudrais vraiment un petit peu insister là-dessus. C'est vrai qu'on parle de tout ce qui se passe en ce moment, l'actualité, mais on ne parle pas toujours du traumatisme que nous tous, je dis bien nous tous, nous pouvons ressentir depuis le 7 octobre, que ce soit une sorte de deuil qu'on ressent, une sorte de bouleversement. Alors justement, vous, est-ce que vous l'avez remarqué chez ces gens-là? Qu'est-ce que vous remarquez comme traumatisme principalement? Bien sûr. Dans votre introduction, vous avez très bien dit les choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les massacres du 7 octobre, il y a la montée de l'antisémitisme en France et il y a un fort sentiment d'anxiété dans la communauté juive. Et donc, ces trois éléments combinés font que les gens ne se sentent pas bien et qu'ils ont besoin de ne pas être isolés et d'échanger parfois avec des professionnels de santé. Et donc, c'est ce que nous leur proposons puisque nous proposons cette ligne d'écoute dont on parlera plus tard. Oui. Sur les symptômes qui peuvent apparaître, alors il y a différents types de symptômes, mais grosso modo, ce sont plutôt des symptômes qui relèvent de l'anxiété, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des pensées qui reviennent fréquemment, qui obsèdent un petit peu la personne, un sentiment d'impuissance, de culpabilité, qu'est-ce que je peux faire, comment puis-je agir, un sentiment aussi de dépression parfois, de découragement, qui peut mener à une forme d'isolement, à une forme de baisse des compétences dans le cadre professionnel, à une irritabilité, un sentiment d'exposition à un danger qui peut qui est lié à la période d'antisémitisme avec tout ce qu'on a entendu. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont par exemple masqué leur nom sur les boîtes aux lettres. Tout à fait. Qui ont changé leur nom parfois sur les boîtes aux lettres pour ne pas être repérés comme étant juifs. Et donc il y a eu vraiment des effets très importants sur la communauté juive à certains moments. Alors ces effets, on a remarqué qu'ils se sont apaisés au moment, et ça on a des statistiques qui le montrent sur la ligne d'écoute, au moment où le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont décidé de faire une grande marche contre l'antisémitisme. C'était le 11 novembre 2023. Et si on a eu un déferlement d'appels entre le 12 octobre, date d'ouverture de la ligne, et le 11 novembre, après le 11 novembre, ça s'est apaisé. Donc il y a eu un effet de sécurisation de la communauté juive qui a été effectif à partir du moment où l'État lui-même s'est emparé de ce sujet et a demandé à ses citoyens de descendre dans la rue pour manifester contre l'antisémitisme. Donc ça, c'est un phénomène important. C'est un phénomène important et en plus, alors vous l'évoquez depuis tout à l'heure et je vous empêche un petit peu d'en parler maintenant, mais on va y arriver puisqu'on approche aussi de la fin de cette interview parce que voilà, aussi, on vit ces moments. Alors, je pense que le stress risque de monter avec ce qui se passe encore en ce moment, mais il y a heureusement la mise en place de 2 lignes, pas une, mais de 2 lignes d'écoute. Expliquez-nous en quoi cela consiste et à qui cela s'adresse.
effectivement 2 lignes d'écoute. La première ligne d'écoute, c'est une ligne d'écoute que nous avons ouverte immédiatement, qui a été une ligne d'écoute que nous a confié l'ensemble des institutions juives de France, c'est-à-dire le Fonds social juif unifié, le CRIF, le CASIP, d'autres institutions, le consistoire central, le consistoire de Paris, le CASIM, d'autres institutions locales aussi, mais qui ont une vocation parfois nationale, pour mettre en place une ligne d'écoute pour l'ensemble de la communauté juive, puisqu'on avait anticipé le fait que il y aurait probablement une forte anxiété et voire plus dans la communauté juive. Donc il fallait mettre en place une réponse qui soit une réponse communautaire. Et cette réponse communautaire, c'est l'OSE qui l'a en partie, bien évidemment, menée sur le plan professionnel, en montant une ligne d'écoute et de soutien psychologique. Alors derrière cette ligne d'écoute, on a en fait un numéro qui est que vous allez sûrement rappeler. Exactement. Et qui est une intelligence artificielle qui traite les premières données qui sont indiquées par le patient, son âge, pourquoi il appelle, si ça concerne plutôt un membre de sa famille, son inquiétude, et ça nous permet de cibler le professionnel qui va rappeler le patient et discuter avec lui de cette situation. La ligne est totalement gratuite. Elle est composée de 80 psychologues et psychiatres spécialisés en psychotraumatisme et qui sont bénévoles. Et une partie, évidemment, du coût de cette ligne est pris en charge par l'OSE. Voilà, et qui sur ce type de projet, par exemple, fonctionne avec les dons des gens qui veulent bien soutenir cette action. Donc on a eu sur cette ligne plus de 900 appels. C'est formidable. Donc 900 appels, c'est un premier appel, c'est-à-dire qu'une personne appelle, puis ensuite elle est suivie. Donc 900 appels, ça veut dire que derrière, il y a peut-être eu 3, 5, 10, 15, 20 consultations qui ont été mises en place pour ces personnes qui appelaient et un suivi psy, une orientation si nécessaire vers un service plus spécialisé lorsque c'était utile. Et voilà, donc il y a eu cette première ligne d'écoute. Assez rapidement, on a eu l'idée aussi de créer une deuxième ligne d'écoute qui était plutôt au départ une plateforme visio qui s'appelait Psy26. Je dis qu'il s'appelait parce cette plateforme était destinée aux franco-israéliens installés en Israël, donc qui vivent en Israël, mais qui ne maîtrisent pas suffisamment l'hébreu pour pouvoir s'exprimer dans la langue et bénéficier de soins spécifiques sur le psychotrauma. Il y a très peu de consultations en français sur le psychotrauma en Israël, et donc notre idée c'était de développer ce type de proposition pour que personne n'échappe à la possibilité d'être pris en charge s'il en avait besoin. Donc cette deuxième ligne pour les franco-israéliens également, ça c'est incroyable ce que vous avez fait parce que vous l'avez dit, vous utilisez l'intelligence artificielle, donc qui est la première étape pour laisser votre message. Donc on va le rappeler parce que, alors je suis désolée, le temps passe trop vite malheureusement, mais on va rappeler, vous me corrigez si j'ai tort, Éric Gozlan. Donc cette première ligne, en tout cas pour la communauté juive de France notamment, elle permet à tous ceux qui vivent ce traumatisme, qui ressentent ce besoin d'appeler, eh bien de contacter avec une première intelligence artificielle et ensuite d'être recontacté derrière par une équipe de psychologues et un vrai suivi derrière cela, et c'est gratuit. Et c'est l'association OSE qui le propose. Alors je vais quand même rappeler que l'association OSE aussi a besoin de vos dons. Et qu'elle est là pour l'aide pour tous. Voilà, pas uniquement pour les enfants, je dis bien pour tous. Mon cher Éric Gozlan, je vais rappeler le numéro de téléphone, c'est le 01 86 96 20
00. Notez-le, 01 86 96 20 00. Est-ce que l'on a tout dit, mon cher Éric Gozlan? Peut-être qu'on peut donner 2 conseils aux parents qui ont des enfants qui se posent des questions par rapport à la situation actuelle et surtout avec le meurtre insoutenable des deux petits-enfants, Fir et Ariel. Donc, il est important de ne pas exposer les enfants aux images télévisuelles et de ne pas laisser tourner en permanence i24 ou CNews ou BFM TV sans en parler avec les enfants. Et il est même préférable de ne pas du tout mettre les enfants, de ne pas les exposer à des images qui peuvent être traumatisantes. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas projeter sa propre anxiété sur ses enfants et qu'il faut être attentif à l'âge des enfants et surtout attendre que l'enfant pose des questions pour lui apporter des réponses et répondre à ces questions en fonction de sa maturité, de son âge et selon sa compréhension de ce qu'on va lui dire. Donc ne pas plaquer des éléments qui pourraient au contraire avoir un effet négatif sur l'enfant, mais voilà. Peut-être que ce n'est pas sa préoccupation actuelle et qu'il n'est pas nécessaire de l'engager dans ce type de préoccupation. Donc voilà. Donc bon. Après, ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'isoler. Quand on ressent une anxiété, qu'on se sent un peu déprimé, c'est de ne pas s'isoler et de faire appel à un professionnel, y compris pour avoir des conseils. Et encore une fois, vous pouvez appeler donc ce numéro, le 01 86 96 20 00. Vous aurez des conseils de psy avisés qui pourront vous orienter, vous aider, que ce soit à Paris, à Marseille ou ailleurs. On a un gros réseau de psy sur l'ensemble de la France et donc on peut vraiment vous aider. Eh bien, voilà. Merci pour ce que vous faites, Éric Gozlan, et puis surtout merci pour ce dernier conseil dédié aux parents, justement parce que la question revient souvent sur ces enfants, comment je leur annonce la mort des enfants vivaces, comment je dois gérer tout ça. Alors, merci pour tout. Évidemment, on aura plus d'infos sur le site de OSER, et puis n'hésitez pas, la ligne téléphonique, si vous en ressentez le besoin, c'est très important, c'est le 01 86 96 20 00, c'est un appel gratuit. Merci à vous et à très bientôt sur les ondes du 90.5. Merci, au revoir Éric Gozlan. Au revoir Sylvie.